tout change avec la révolution néolithique. À la révolution néolithique, les hommes s'installent, se sédentarisent, l'agriculture apparaît, et avec l'agriculture, d'une part, la balance énergétique change complètement, les femmes commencent à bouger beaucoup moins et à se nourrir beaucoup plus de céréales. Dans ces conditions, l'intervalle entre les grossesses a tendance à se réduire. D'autre part, il se produit un phénomène tragique, c'est que à la révolution néolithique apparaissent les zoonoses. Les êtres humains commencent à vivre avec le bétail, qui est domestiqué, et cette vie en commun entre les hommes et les animaux, elle produit l'apparition d'un très grand nombre de virus, l'apparition, disons, de passage de l'animal à l'homme d'un grand nombre de virus. Et c'est là que commence l'ère des maladies infectieuses pour l'humanité, la promiscuité aidant en plus, parce que les hommes se concentrent de plus en plus dans des centres, villages, puis centres urbains. Et avec la diffusion de ces virus, de ces maladies, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les petits-enfants, ils commencent à mourir. Et comme les petits-enfants commencent à mourir, eh bien, il faut en faire d'autres. Parce que l'humanité doit se reproduire, le groupe doit se reproduire, et puis chaque couple doit avoir quelqu'un qui va s'occuper de lui quand les vieux jours viendront. Donc, ces deux éléments combinés au fait que c'est aussi un moment où l'agriculture naissante a besoin de beaucoup de bras, donc les naissances sont très, très, très encouragées, eh bien, c'est un moment où les femmes commencent à faire beaucoup plus d'enfants. L'intervalle entre les grossesses passe à quasiment 1 an, peut-être un peu plus. Donc les femmes, le rôle procréatif des femmes, il est extrêmement aggravé par cette révolution néolithique et ce manque de mobilité, ce désavantage lié à leur place dans le processus reproductif, il se renforce avec la révolution néolithique. C'est vraiment fondamental parce que cette mortalité qui commence à ce moment-là, elle va être le verrou qui va empêcher les femmes ensuite de faire moins d'enfants. Ce qui fait que l'augmentation de la population, elle va pas vraiment changer à la révolution néolithique. Elle sera toujours très lente. Mais elle sera toujours très lente avec plus de naissances et plus de morts. Et donc beaucoup plus de charges pour les femmes. Beaucoup plus de limitations de leur autonomie. Parce que l'humanité était très préoccupée par le fait d'avoir suffisamment d'enfants qui survivent pour pouvoir péniblement augmenter. Le taux d'accroissement de la population était très lent. Donc, on ne pouvait pas se permettre comme ça de se dire, je vais faire 1 ou 2 enfants. Bah oui, tu fais 1 ou 2 enfants, tu en as 0. Donc, ton groupe dépérit, il n'existe plus. Et puis, toi-même, d'ailleurs, quand tu arrives à la vieillesse, parce que la retraite n'existait pas, eh ben, personne ne te nourrit. Donc, tu meurs aussi. C'est un autre monde. J'aimerais que tout le monde connaisse les taux moyens de mortalité infantile dans l'histoire humaine et les principaux moments où ils ont changé, où ils ont augmenté, où ils ont baissé, et ce qui permettrait de réfléchir aux éléments qui ont rendu cette baisse de la mortalité infantile possible. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est complètement évacué dans notre société, qui met la mort à l'écart, et notamment la mort des enfants encore plus à l'écart parce qu'elle est insupportable. C'est quelque chose avec lequel l'humanité a toujours vécu. Et l'oubli de cet élément, à mon avis, conditionne beaucoup de choses dans notre manière de penser et de sentir le monde. Ici, on voit le taux de mortalité des enfants en bleu historique sur la mortalité à 1 an et en rouge sur la mortalité à 15 ans. Et comme tu disais, il y avait à peu près 25% des enfants qui mouraient avant 1 an de façon très stable dans toutes les époques, à tous les lieux de l'origine de l'humanité jusqu'à 1800 à peu près, qui sont des taux de mortalité assez sidérants. Et sur ce second graphique, on voit ce qui s'est passé en France, particulièrement depuis 1740 jusqu'à aujourd'hui. Le taux de mortalité est passé de 30%, c'est-à-dire 300 pour 1000, 30% des enfants mouraient à aujourd'hui 3,5 pour 1000, a été divisé par 100 la mortalité. Oui, et ça c'est avant 1 an. Oui, ça c'est avant 1 an, oui, tout à fait. C'était vraiment quelque chose qui caractérisait l'humanité dans son ensemble, parce que même les riches, même les puissants à l'époque, étaient totalement démunis devant les maladies infectieuses. Parce que ce qui fait chuter la mortalité infantile, ce ne sont pas des luttes, ce ne sont pas des combats, ce sont plusieurs choses très concrètes. C'est d'abord la vaccination. Ça fait une première chute de la mortalité infantile. La vaccination antivariolique, et puis ensuite les autres. C'est l'asepsie, absolument fondamentale, qui diminue notamment la mortalité endogène autour de l'accouchement.
la fièvre puerpérale qui a emporté les nouveau-nés. C'est la pasteurisation du lait, qui élimine ou diminue beaucoup les maladies intestinales, qui décimait également les tout-petits. Et enfin, ce sont les antibiotiques. Et ça, c'est le dernier piquet de la courbe à partir de 1945. Ça, ce sont les antibiotiques qui éliminent les maladies infectieuses restantes pour les petits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un enfant tombe malade, on va voir un pédiatre et il lui prescrit du Clamoxyl. Et l'enfant est rétabli en 3 jours et il retourne à la crèche ou il retourne à l'école maternelle et on n'en parle plus. Alors que jusqu'au 19e siècle, par hasard, 10 jours plus tard, il mourait. Tout comme la mortalité infantile élevée était un verrou qui empêchait les femmes de faire peu d'enfants, la baisse de la mortalité infantile va faire que les femmes vont pouvoir avoir une maîtrise beaucoup plus grande. Je peux me dire que je vais faire un enfant à 30 ans. Ou peut-être même après. Parce que le jour où mon enfant va naître, cet enfant va vivre. Si vous vous dites que votre enfant ne va pas vivre, et le second peut-être non plus, etc., non, vous commencez pas à 30 ans. Vous commencez beaucoup plus tôt. Et ça, évidemment, ça laisse une autonomie, une latitude dans sa vie beaucoup plus grande.